Et puis nous sommes dans la deuxième rubrique de cette émission, c'est bien sûr l'analyse de certains sujets marquants de l'actualité. J'ai déjà sur ce plateau Laurent Tonekes. Bonjour Laurent. Arthur Endo, bonjour. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Super. Alors Laurent, dans un communiqué en date du 2 juin 2025, la commission interministérielle en charge du dédommagement des personnes affectées par la libération du périmètre foncier de la route des pêches oppose un démenti catégorique, chiffres et références juridiques à l'appui, et rappelle que plus de 695 millions de francs CFA ont été versés à 140 bénéficiaires. Oui, c'est quand même bien d'apporter ces informations pour préciser quand même que des gens ont été dédommagés. Sauf que oui, il n'a pas été dit que tout le monde a été dédommagé. Donc déjà qu'une partie a été dédommagée, c'est bien de nous donner l'information. Et maintenant, peut-être de dire aussi ce qui bloque peut-être le paiement des autres. Certainement, ils en ont parlé. Mais moi, je crois que véritablement, oui, de telles informations, il faut que le gouvernement s'attelle à les mettre sur la place publique. Il faut pas attendre l'opinion publique. Oui, parce que le problème, j'ai toujours dit que le défaut d'information peut pousser des gens, malheureusement, ce n'est pas bien, mais peut pousser malheureusement des gens à créer tout ce qu'ils veulent. Non, oui, à créer de l'information. Parce que, oui, vous ne donnez pas l'information, vous ne donnez pas les détails sur un certain nombre de choses. Et ça fait quand même un bon moment, un bout de temps que les gens évoquent ce sujet. On n'en parle pas. Allez peut-être voir quand est-ce que les gens ont été véritablement payés. Donc, tout ça, quand on met dans la balance, et quand on a des projets d'envergure dans cette zone-là, et qu'on demande aux gens de quitter et qu'on prend leur possession, et que, sachant très bien que des gens, c'est la seule maison qu'ils ont réussi à avoir dans leur vie aujourd'hui, et que vous les enlevez de là, vous les dédommagez, il faut que cela se fasse dans le temps pour permettre à ces personnes d'aller se réinstaller. Parce que si vous ne le faites pas dans le temps, c'est qu'après, ils sont peut-être en location, ils doivent des loyers, ils vont payer tout ça. Et quand on commence à faire, c'est difficile de se réinstaller. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut quand même, sur lequel il faut pas demander au gouvernement de davantage agir. Parce que ce n'est pas que dans d'autres localités également, les gens ont été délogés, et on dit, bon, on a besoin de l'espace pour cause d'utilité publique, mais au fond, soit le paiement n'est pas, du dédommagement n'est pas conséquent, ou soit ça prend du temps avant d'arriver. Et quand ça arrive comme ça, j'ai donné il y a quelques semaines sur ce plateau l'exemple de ce monsieur qui a passé toute sa vie dans la location et qui, au soir de sa vie, quand il est à la retraite, il a construit sa maison. Mais dans la zone où on a pris le domaine, il a été affecté. Et du coup, il retourne en location parce qu'au moment où il retournait en location, il n'avait pas l'argent, il n'était pas encore dédommagé pour aller pouvoir espérer. Aller acheter un pot de terre à Sekou, à Lada ou Glo, si vous voulez, pour reconstruire notre maison. Donc, il y a on sait tout ce qu'il y a dedans. Parce que, véritablement aussi, c'est ce que je dis, la maison qu'il a achetée il y a 10 ans à Calavizopa, il a construit sa maison. La parcelle qu'il a achetée, il a construit sa maison. Il est installé là. On vient le casser, d'accord? Parce qu'on a besoin du domaine, c'est l'État. Bon, on ne va pas le faire avec l'État. Mais on lui donne les moyens, on ne lui donne pas le moyen qu'il faut. Voilà, le prix juste en réalité, c'est ce que je veux dire. Et donc, il doit quitter. Et voilà que le domaine a été peut-être compte tenu du prix du domaine de la zone au moment où on le cassait. Le prix a monté, ça pourrait l'arranger, mais on considère un certain nombre de choses et le dédommagement n'est pas conséquent. Raison de plus pour lui d'aller chercher alors mieux à Sekou, à Lada ou autre, ou carrément d'aller chez lui s'il est de Agmaïzoum, de Baïkon ou autre, malheureusement. Mais le temps que le dédommagement vienne, c'est qu'entre-temps, il retourne en location, il paye des charges là-bas également. Donc, dans tout ça, donc moi, je remercie quand même les autorités qui sont montées au créneau pour dire, oui, il y a plus de 100 personnes qui ont été déjà dédommagées, le montant mis à la place publique désormais, mais il faut que davantage, que cela soit, il y ait une célérité dans ce dossier pour que toutes les personnes affectées soient traitées au même titre et en tout cas à la même date pour leur faciliter leur réinstallation. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous appréciez la démarche du gouvernement? Oui, justement, on a besoin d'informations, on a l'information. On ne peut que apprécier ça. Si c'est le défaut d'information que moi je condamne. Donc, vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a l'information, le pouvoir? Bon, oui, mais écoutez, c'est normal. Bon, ça, c'est un autre
débat. Sauf que ce n'est pas toutes les informations que vous avez le pouvoir. Il y a des informations que vous avez, si vous les mettez sur la place publique, ça peut vous coûter votre liberté. Donc, toute information ne donne pas le pouvoir forcément. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre sujet marquant de l'actualité de ce jour. Il s'agit bien sûr de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Laurent, qui a rendu son verdict dans l'affaire impliquant Steve Amosso, plus connu sous le pseudo de Frère Onvi. Le prévenu, Laurent, a été condamné hier à 2 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. C'est sans surprise. Ah bon? Écoutez, vous voulez quoi? Donc ça ne vous surprend pas du tout? En quoi ça va surprendre? Quand je regarde le déroulé de ce procès, comment il a été interpellé, tout ça là, avec la peine qu'on lui donne. C'est vrai que moi, je crains même pour lui qu'on lui donne un 5 ans ou un 10 ans. C'est quand même... C'est raisonnable, vous voulez dire? Je dis, comment je dis raisonnable? D'accord. Moi, bon, même le fait qu'il soit condamné, je demande des éléments sur lesquels il est condamné. Bon, je crois qu'on peut faire le débat, mais on ne fera pas ce débat sur ce plateau. Toujours est-il que sa condamnation n'est pas une surprise pour moi, parce que quand on regarde un peu l'évolution de son dossier, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a mis du temps et pourquoi on le condamne comme ça et avec ce qu'on a soulevé là. Pourquoi? Parce que je le dis clairement. Et je rappelle les faits. Un citoyen a été, je ne sais pas quel terme utiliser, a été arrêté ou appréhendé par des citoyens béninois. Un citoyen béninois sur un territoire étranger a été appréhendé par des citoyens, d'autres citoyens béninois, ses compatriotes, et qui estiment qu'ils ont été saisis de ce que il doit 10 millions à un autre compatriote qui est dans un autre pays. D'accord. On l'interpelle, on le remet à la justice. Et je pose attendez, je pose la question de savoir sur quelle base la justice l'a accepté. Parce que ceux qui sont allés le chercher ne sont pas de la police. D'accord? Et donc, déjà à ce niveau, il y a un problème. Et la justice elle-même a condamné ceux qui sont allés le chercher. On a suivi le procès ici. On a suivi le procès. Voilà, d'accord. Il y a un verdict, on connaît la suite. C'est un dossier rocambolesque, n'est-ce pas? C'est pas rocambolesque, ce dossier n'est pas pour moi rocambolesque. Non, non, ne nous trompons pas. Et puis, après, l'intéressé en question, les autres ont été condamnés. Et puis, celui à qui il doit 10 millions, on ne voit jamais la personne n'a plus réagi. Mais on l'a maintenu en prison. Maintenant, on sort d'autres, comment vous appelez, d'autres accusations sur lesquelles il est jugé. Et fort malheureusement, je constate que oui, le plaignant en question dont on parle, qui avait envoyé les gens le chercher, n'a pas réagi. Et puis après, on voit ce qui se passe, on dit, oui, bon voilà, Steve Amosso, Frère Onvi, parce que aussi, à ce niveau, ça a été... Il y a eu aussi cette confusion, ce qui dit qu'il n'est pas le Frère Onvi. Et ça a été l'erreur de ceux qui comment vous appelez? L'accuse? Non, ça a été l'erreur de l'opposition, parce que c'est eux qui, dès les premières heures, ont dit qu'on a arrêté Frère Onvi. Et donc, du coup, ils ont donné de l'eau, à partir de l'eau au moulin, de ceux qui cherchaient Frère Onvi, pardon. Donc, du coup, comme les autres n'avaient pas de raison de le poursuivre pour l'affaire de 10 millions, ce dossier est intervenu. Sauf que, depuis lors, ils disent qu'il n'est pas Frère Onvi. En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas encore apporté, à ma connaissance, avec tous ceux qui ont suivi le procès, les preuves matérielles de ce que Steve Amosso est Frère Onvi. C'est pour ça que je dis, bon, écoutez, on comprend un peu. Maintenant, c'est pour ça que je dis clairement que ça ne me surprend pas, parce qu'en fait, il fallait à tout prix, quand même, arriver à justifier que Steve Amosso est Frère Onvi et quand même limiter un peu ce que ça causait, le pseudo Frère Onvi. C'est vrai que depuis que Steve Amosso est arrivé, est arrêté, on n'attend plus Frère Onvi. Donc oui, ça peut être un élément très important dans le dossier qui amène peut-être la justice à le condamner. Bon, maintenant, il revient à chacun. Il est libre, il peut faire appel. Il peut faire appel de la décision. Et puis, il peut pouvoir tirer aussi les conclusions. Seulement qu'avec la créature, fait attention. Je me rappelle de celui-là qui a fait appel dans une décision. Je ne vais pas citer son nom, mais, la peine a été corsée. Donc, dans le tel dossier, il faut faire très attention. Ok. Quand même, on vous voit venir déjà. Oui, si vous connaissez, appelez le nom. Allez, appelez Laurent, le dossier si vous voulez. Allez, Laurent, un autre sujet. Déclaration de candidature à la présidentielle de 2026. Les partis politiques à la cadence du chef de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt un titre que nous avons lu à la une de Dynamisme Info.
Et je pense que c'est bien sûr justifié parce que nous avons vu Daniel Eda qui est monté au créneau, qui a déjà annoncé sa candidature. Quelles sont vos impressions? Oui, Daniel Eda, bon, c'est vrai que le parti politique, oui, à la cadence du chef de l'État, le chef de l'État, avec la réforme, on dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut déposer la candidature. Et le chef prend du temps pour qu'on connaisse son dauphin. De l'autre côté, les autres candidatures également, les autres qui ont l'ambition d'être candidats, notamment au Parti des démocrates, eux aussi, ils sont en train de suivre les pas. En fait, ils se suivent. Hein. L'opposition suit les pas du chef de l'État, le chef de l'État et sa mouvance aussi, ils sont en train de suivre les opposants pour voir qui ils vont proposer, quel joker on va sortir, comment ça va se passer. On va même discuter avec des gens de l'opposition. Au sein de la mouvance, je précise, ils vont même aller tenter de chercher des colissiers au sein de l'opposition. Et ça, c'est pour vous montrer. Et ça aussi, ça ne va pas étonner l'opinion publique. Oui, justement, oui. Donc, il y en a pas mieux dans la mouvance qui vont chercher, des colissiers au sein de l'opposition, qui discutent avec d'autres personnes de l'opposition, parce qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut quand même que les candidatures maintenant respectent, malheureusement ou heureusement, j'allais dire, parce que oui, c'est quand même un point positif. Aujourd'hui, si vous êtes candidat à la présidentielle et que vous avez un colissier et que vous vous retrouvez tous dans une partie du Bénin, c'est pas évident que ça marche. Il faut quand même trouver l'équilibre régional entre les deux grands pôles du pays, la partie septentrionale et la partie méridionale. Mais au-delà de ça, c'est que oui, il se suit. Et Daniel Eda qui sort du jeu, qui dit qu'il sera candidat, bon, on a vu ce qu'il a été quand il est allé aux élections présidentielles de 2016, on a vu ce que ça a donné. Je crois que les chiffres ont circulé. Autour de 3 000 voix, plus de 320 millions de francs CFA dépensés. Peut-être que cette fois, c'est son grand retour. Oui, ce que les gens ne comprennent pas chez Daniel Eda, c'est que un prophète lui a dit il y a quelques années qu'il sera président du Bénin. Tout à fait. Il croit dur et fort en cette prophétie. C'est un croyant comme moi. Donc, oui. Vous savez que les prophéties, d'une manière ou d'une autre, quelle qu'en soit la longueur la durée des années, ça s'accomplit. N'est-ce pas? Ça dépend de qui fait la prophétie. Ça dépend de qui fait la prophétie. Si vous parlez comme ça, c'est que le badaud dans la rue va vous faire prophétie et va vous prendre vos sous et partir. En réalité, ça dépend de qui vous fait la prophétie. Et ce que il se base pour faire. On ne fait pas une prophétie en l'air. Pardon, vous êtes quand même... Il faut se baser sur du il faut se baser sur la parole, pas du concret. Quand vous parlez du concret, c'est encore vague. De la parole, la vraie parole authentique et la foi authentique, en fait. C'est ça qui donne une prophétie qui s'accomplit, à coup sûr. D'accord? Parce que la parole de Dieu, ça ne sort jamais sans être accompli. Mais c'est pourquoi il dit ça dépend de qui vous fait la prophétie et sur quoi la personne se base pour vous faire la prophétie. Et puis, parce que, vous savez, si vous quittez ici, il y a de ces serviteurs de Dieu. Quand vous allez les voir, vous donnez, vous déposez ce que vous voulez déposer, ça le fait monter, en tout cas, l'esprit, je ne sais pas, et il vous fait des prophéties. La prière. Oui, mais ça doit répondre à quelque chose. Par contre, il y a des serviteurs, même ils vous voient automatiquement, ils sont très concentrés, ils peuvent vous faire des prophéties qui vont se réaliser à coup sûr. Moi, j'en ai connu par le passé. Et donc, pour vous dire quoi, cette prophétie qu'on lui a faite, il y croit. Bon, maintenant, écoutez, c'est un cas. Ses sympathisants également y croient. Oui, mais tous ceux qui désirent d'être candidats ont des sympathisants qui croient en leurs rêves. Parce que quand vous dites que je vais... Daniel Eda dit je vais être président. Mais il y a des gens autour de lui, s'il est président, ils seront quand même gouvernants du chef de l'État, peut-être assistants personnels du chef de l'État. Donc c'est normal pour eux de croire parce qu'en temps, leur suivi, en tout cas, ils tiennent leur suivi de lui. Donc, l'un dans l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, Daniel Eda s'est lancé encore, mais ce qu'il oublie, et c'est en cela que je trouve que, je ne sais pas sur quoi il compte. Parce qu'en 2016, il n'y avait pas parrainage. Tout le monde peut se permettre d'être... Comment est-ce qu'il pourra obtenir le parrainage? Oui, tout le dans monde quel parti politique pourra-t-il... Voilà, tout le monde pourrait se permettre d'être candidat en 2016. D'accord? Mais en 2026, tout le monde ne peut pas se permettre... Vous serez candidat, vous allez bientôt annoncer votre candidature, peut-être? Ne me créez pas des ennuis. Est-ce que c'est possible? Moi, je vais être candidat, pourquoi et comment? Mais vous êtes citoyen béninois, Laurent. Je ne suis pas membre d'un parti politique, à proprement parler. Non, peut-être les jours à venir, vous allez peut-être intégrer un parti politique. Vous m'envoyez où? Bon, c'est à vous de voir, Laurent. Non, je ne suis pas candidat. Ce que je veux dire, c'est que, allons à l'essentiel, oublions moi. Moi, je ne veux pas être candidat. Et je ne veux pas que les gens ne commencent pas à aller chez le marabout. En tout cas, moi, j'ai Jésus qui va les combattre. Mais que les gens n'aient pas de soucis à cause de moi. Je ne suis pas candidat, je ne suis candidat à rien.
je n'envisage même pas d'être candidat à quoi que ce soit. En 2026, ils n'ont qu'à faire leur jeu entre eux, ils n'ont qu'à s'attaquer, je ne sais pas. Bref, pour dire que, oui, Daniel Ida dit qu'il est candidat, mais il faut le parrainage. Il faut le parrainage. D'accord? Il faut le parrainage et je pense que dans le cas d'espèce là, il veut négocier le parrainage de quel côté? De la mouvance, comme Paul Rompé, ou bien il veut négocier avec les démocrates. Les démocrates ont des militants, sympathisants qui sont là depuis des années. Donc vous voulez que les mêmes erreurs qu'ils ont faites par le passé en 2007, parce que les erreurs, il y a des erreurs qui ont été faites en 2016, en 2026 et 2021, pardon, hein. Les gens sont venus à la dernière minute et devraient être candidats. Et ça n'a pas été du goût de tout le monde. Du coup, on a eu les trahisons de part et d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut être candidat doit pouvoir avoir le mindset nécessaire, comprendre que je suis militant d'un parti politique, ou j'intègre un parti politique depuis déjà 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je peux espérer avoir les parrainages de ce truc-là. Encore que le choix de candidature aujourd'hui, au niveau de l'opposition, sera déterminant à cause, en tout cas avec la validation ou la confirmation de Boni Yayi. Et du côté de la mouvance également. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que Daniel Ida est un joker qui pourrait vraiment les aider à avoir les résultats au point où on peut le mettre sur une liste? C'est la plus grande question. La plus grande question. Oui. Qu'est-ce que Daniel Ida propose? C'est vrai que c'est un cadre compétent qui a servi au plan international. Quand on suit son discours, quand même, il y a une logique. Un bon palmarès. Il y a une logique plus ou moins. Voilà, il y a une logique plus ou moins dans ce qu'il dit. Et véritablement, dans sa logique, on voit, mais est-ce qu'il a véritablement les moyens d'être confirmé candidat et d'aller aux élections? C'est cela le problème. Et c'est pour ça que je dis que moi, par exemple, si je vous dis que je suis candidat, mais je vais aller voir qui pour prendre. J'ai quoi? Parce non, mais vous avez encore du temps, tout est encore possible, Laurent. Bon, de toute façon, c'est Dieu qui décide. Voilà. Alors, Laurent, autre sujet, c'est bien sûr le chic qui ouvre ses portes à la grande satisfaction de la population béninoise, et c'est à Calavi. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Non, je crois que ce qui a été fait est assez louable. On voit la qualité des infrastructures, la voie qui a été aménagée. En tout cas, témoin de comment est-ce que cette voie a été réalisée, quand même. J'ai vu la qualité des travaux, j'ai vu l'infrastructure, comment est-ce que les gens ont travaillé là. Je crois que c'est une voie, si je dois apprécier, quand on va dans d'autres pays développés, vous allez voir que les voies sont réalisées pour 100 ans, 200 ans, 250 ans. Il y a des voies qui ont été réalisées dans certains pays développés, c'est depuis des années, jusqu'à un mois donné, on fait quelques aménagements. Et ce qui a été réalisé sur ce tronçon, ce que j'ai vu, je crois que ce n'est pas une voie qui doit être dégradée dans 50 ans, il y a d'abord la qualité de l'infrastructure. Et quand vous allez dans le chic également, maintenant oui, après ça, le chic est-il, on a toujours fait le débat, sera-t-il ouvert au grand public? Pas évident. Il y a une certaine classe qui doit pouvoir se rendre chic, tout ça là. Mais toujours est-il que tout au moins, on peut se réjouir d'avoir un centre hospitalier d'envergure qui pourrait quand même contribuer à soulager quand ça peut. Et moi, je pense... Parce qu'il y a quand même plusieurs spécialités, la cardiologie, la rhumatologie, on a tout ça, on avait tout ça ici. On avait tout ça ici. Le problème, c'est que véritablement, le travail soit fait et qu'on ait les spécialistes assez compétents pour faire le travail. Parce que l'une des choses, c'est de réaliser, c'est de mettre en valeur pour dire on a fait quelque chose de Marousse, mais c'est de faire en sorte que le service qui est là soit véritablement compétent. Et que ce soit un service, en tout cas au service de la masse. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais ceux qui y vont, que ces personnes-là, quand ils vont en ressortir, elles vont en ressortir, pardon, qu'elles parlent bien de ce centre. Vous voyez un peu. Parce que quand vous regardez autour de nous, le Burkina Faso a un grand centre de santé, un grand hôpital. Quand vous allez au Togo à côté, quoi qu'on dise par rapport à ça, il a réalisé un truc de Marousse il y a quelques, je crois, l'année passée ou l'année dernière. Donc, il y a ça. Et au Ghana, n'en parlons pas. Donc, le Bénin a son modèle aujourd'hui. Il faut que nous puissions véritablement avoir les services de qualité et que les gens soient bien accueillis, parce que l'autre chose aussi, c'est ça, évidemment. Mais nous savons très bien. Et ça va quand même contribuer à limiter. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Et je crois que ça va être véritablement ça, limiter les évacuations sanitaires pour que cela, on ait de l'argent dans nos caisses. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que le coût soit accessible à la population également? Oui, mais si ce n'est pas ouvert à tout le monde, le coût ne peut pas être accessible à tout le monde. Si ce n'est pas ouvert à tout le monde, le coût ne peut pas être accessible à tout le monde. C'est votre coût, c'est votre... Oui, mais
j'ai dit, et ça a été même dit à plusieurs reprises, que ce n'est pas un centre qui est ouvert où, bon, quand vous avez mal de tête, vous pouvez aller vous pointer là-bas. Quand vous avez diarrhée, vous allez vous pointer là-bas. Il y a un certain nombre de spécialités. Pour lesquelles, et puis, en fait, c'est un... si vous voulez, ça va être un hôpital de soins VIP. Alors, si vous n'êtes pas VIP, vous voulez aller là-bas pour faire quoi, mon cher Arthur? Prenez soin de vous. C'est très important. Mais d'une autre part, est-ce que ce n'est pas Calavi qui en sort gagnant? Oui, l'un dans l'autre, quand on réalise des efforts sociaux... Ça vient révéler une fois encore la ville. Oui, l'un dans l'autre, quand on réalise des efforts sociaux dans une localité, ça participe à la modernisation de la ville. Les gens ont envie de rester pas loin de ces infrastructures de qualité. Vous savez, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont des parents et qui sont déjà vieux, et qui sont peut-être dans... à Papa-Katé, Jacques et autres, là, sachant très bien que le service de qualité qui est là, un service de qualité, peuvent décider maintenant de délocaliser leurs parents, les amener à Calavi, au cas où ils ont une petite crise, où ils ont un souci. Le centre n'est pas loin, parce qu'on sait que là-bas, il y a le... Puisque, vous savez, tout le monde, quand on avait un problème, il y a un problème assez sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On vous réfère. Pour les femmes qui doivent accoucher, quand c'est à un niveau donné, on les réfère à l'OMEL. Et quand c'est une intervention chirurgicale et autres, là, et que ça atteint un niveau donné, qu'est-ce qu'on fait? On les réfère au CNHU. Donc désormais, il y a des gens qui seront d'office référés, en tout cas compte tenu de ces choses, au CHIC. Donc oui, si vous avez ça, et vous allez voir que beaucoup de personnes voudront installer. Il y a le marché qui est là, par exemple. Le gros qui est là, vous allez voir que bientôt dans la zone, ça va être assez viabilisé. Les parcelles vont coûter extrêmement cher. Oui, la location aussi. Oui, et la mairie s'en sort avec la mobilisation de ressources. Parce que les taxes vont augmenter, c'est une chose. Bon, sauf que depuis qu'on lise les sous, ils ne travaillent pas grand-chose, ils ne font pas grand-chose pour nous dans la localité. Vivement que quand les ressources vont augmenter au niveau de la mobilisation, parce que la ville sera davantage rendue modèle, que cela apporte des solutions aux populations, que les voies secondaires soient aménagées, parce que quand il pleut maintenant, vous voyez un peu dans Calavi, difficile de circuler. Même les petites rues sont incapables de nous faire le reprofilage, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, mais avec ces infrastructures, il faut quand même remercier le chef de l'État pour la commune de Calavi. Même si je ne suis pas d'origine de Calavi. Et vous êtes... Bon, tout le monde connaît, je répéterai pas ce matin, si vous ne le savez pas. Mais je sais que dans Calavi, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ils sont quand même à saluer. À saluer. Les populations de Calavi doivent être reconnaissants au chef de l'État, sauf qu'il n'est plus candidat en 2026. Et reconnaissant au maire d'abord, vous l'oubliez, il faut d'abord passer par là. C'est le chef qui... Ce qu'on voit là, c'est la politique du gouvernement, ce n'est pas la politique de la commune d'Avon-Calavi. D'accord. Et donc, reconnaître la population. Les populations doivent être reconnaissantes vis-à-vis du chef de l'État. Je précise, sauf qu'il ne sera pas candidat en 2026. D'accord, c'est vous qui le dites. On a encore le temps de vérifier tout ça. Merci à vous. Bon. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur l'émission Matin d'Éden. Laurent Todekes, nous allons passer à un autre sujet rapidement. Élection générale de 2026. Je l'avais oublié, Paul Rompé contre tout favoritisme, mais la FCBE au travail. Lui ne veut pas perdre le temps. La FCBE est déjà en marche et se prépare activement pour les élections. Oui, je pense que Paul Rompé a compris l'essentiel de 2026. 2026, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Et ceux qui pensent que oui, il faut espérer avoir 20%, comme si on est allé rassembler 20 jeunes dans une localité, c'est aussi comme ça, c'est pas facile. Et donc, il faut travailler. Toutes les formations politiques doivent travailler. Dès lors que vous allez aux élections et que vous n'avez pas les 20% dans une circonscription, on voit ce que ça donne. Et on a vu les dernières démonstrations de Ordin Adati, du parti UP Le Renouveau. Donc, c'est un chantier assez grand. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et il y a des formations politiques qui, à la date d'aujourd'hui, semble être en avance, notamment le PL Renouveau, le BR qui, oui également, et le Parti des démocrates, qui, a priori, on pense que ça ne va pas être difficile pour ces formations politiques d'avoir les 20%, encore qu'au niveau de l'UP, le BR, on entend parler d'un accord de gouvernance ou de coalition, tout ce que vous voulez, et qui pourrait les arranger. Alors quand on finit de régler le cas et que les démocrates aussi estiment étant le parti du peuple et qu'ils peuvent avoir les 20% sans difficulté dans toutes les localités du Bénin, alors les autres partis se basent sur quoi? La meilleure chose à faire, c'est de se baser sur du travail. C'est d'aller
rencontrer les Béninoises et les Béninois dans tous les hameaux du Bénin, parler un discours, avoir un discours de vérité. Parce que le vrai piège aussi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne s'agira pas en 2026 d'aller dire que Patrice Talon est mauvais. C'est ça le piège qui guette. Patrice Talon a posé des actes qui ne sont pas appréciés par la masse, forcément. Nul ne pourrait être apprécié de tous. Parfait. Oui, mais le problème, c'est qu'il a fait des choses. Il a posé des actes assez louables à la tête du Bénin. Et donc, pour combattre le régime ou le système de Patrice Talon, lui, il faut d'abord apprendre à apprécier, mais à proposer mieux. À proposer mieux. Parce qu'au-delà de tout, hein, quand on peut voir le débat aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce qui se passe, les démocrates diront, si nous prenons le pouvoir, nous allons sortir les prisonniers politiques, nous allons permettre aux exilés politiques de rentrer. Mais après ça, vous nous proposez quoi? Après ça, est-ce que vous allez remettre en cause la cantine scolaire? Même si sous Boniaï, ça a été quand même un effort a été fait avec Boniaï. Mais est-ce que vous allez remettre en cause la cantine scolaire? Est-ce que si vous venez aujourd'hui, est-ce que vous allez fermer la GDZ? Est-ce que si vous arrivez, vous allez demander aux gens de quitter Kassato pour retourner à Cotonou? Il y a extrêmement compliqué. Hein. Donc il faut avoir un discours où on tente, on fait l'effort d'apprécier tant bien que mal ce qui a été fait, mais qu'on propose mieux aux compatriotes pour dire oui, nous venons par exemple, nous ne fermons pas GDZ, mais nous augmentons le salaire des jeunes. Nous permettons, nous facilitons la tâche aux jeunes pour qu'ils se rendent à la GDZ aussi facilement. Parce que moi, en quittant Calavi, je sais combien il y a de jeunes qui sont au bord de la voie qui doivent faire autostop. Quand vous quittez Alada pour venir, vous voyez combien de jeunes doivent quitter ces cours pour marcher, pour venir à la GDZ, pendant que d'autres personnes sont dans les bus climatisés. On voit les bus qui font les navettes chaque fois. Donc, je pense qu'il faut améliorer cet état de choses tout en appréciant ce qui a été déjà fait. Donc, je pense que c'est de ça qu'il est question. Donc, le discours comptera, le travail sur le terrain comptera, parce que, oui, au-delà des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, on parlait du coton, vous vous rappelez, pour dire, oui, il y a une prouesse, le Bénin a été premier producteur de coton à plusieurs reprises. Est-ce qu'on viendra remettre ça en cause pour passer à autre chose? Alors que si on remet en cause l'entreprise qui désormais transforme notre produit de coton sur place, aura quelle matière première? Est-ce qu'on vient pour remettre en cause? Oui, ce débat-là, je le ferai jamais assez. La question du coût des intrants, notamment le soja ou l'anacade, où aujourd'hui on dit qu'on achète ça à moindre coût chez les paysans. Oui, il faut revenir, quand vous allez prendre le pouvoir, il faut proposer, acheter ça au juste prix. Parce qu'après tout, c'est une matière première dont on a besoin. Donc, si vous pensez que vous allez... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, dire que nous allons augmenter de façon continue le prix. Après, ils se rendront compte que ça a des difficultés parce que la matière première doit être transformée. Après, les mêmes paysans vont se retourner contre eux. Donc, il faut avoir le discours, le vrai discours. Et je pense véritablement que c'est de ça que nous avons besoin maintenant. Maintenant, Paul Rompert qui comprend clairement qu'il va aller sur le terrain. Ils ont réussi à avoir 7 mai. Le combat sera extrêmement... Oui, ils ont réussi à avoir 7 mai en 2020. 1 mai leur a échappé, il leur reste 6. Et en 2023, l'avènement du Parti démocrate les a effacés de l'échiquier parce que ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. 2021, on a vu quand même face à Patrice Talon, oui, ils ont fait un effort considérable, au-dessus de 100 000 voix. C'est à saluer, 200 000 ou 100 000, 200 000. Mais ils ont fait un effort considérable, hein, au-delà de tout. On ne les attendait pas à voir autant. On les voyait peut-être espérer les voir dans 10 000 voix, 15 000 voix. Mais ils ont fait un effort. Donc, quand on regarde tout ça, on fait le point. Ils ont un acquis sur le terrain déjà. Et il faut consolider cet acquis, il faut davantage aller à l'assaut des Béninoises et des Béninois dans tous les coins et recoins du Bénin. Et c'est pareil pour FCBE, c'est pareil pour, comment vous appelez? Les démocrates. Les démocrates, en réalité, ont déjà un acquis considérable. Et les fins de mandat ne sont souvent pas favorables au régime finissant malheureusement au Bénin. Et ça ne va pas changer cette fois-ci non plus. Ah bon? Oui, tout dépend. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer véritablement. C'est-à-dire qu'il reviendra au mouvancier de vraiment travailler, mais soyez sûr que les grandes capitales vont leur échapper, notamment Cotonou, une fois encore, va leur échapper en 2026. Je ne veux pas être un mauvais prophète, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. En 2026, ça va leur échapper. Il leur reviendra de se concentrer dans les autres régions du Bénin, où ils ont des gens qui sont des autochtones, notamment vous regardez les résultats de 2023, vous allez voir que dans le Koufo, ça n'a pas été facile de battre les candidats UP, parce que l'UP étant assis
le renouveau, bien évidemment, étant assis dans cette localité grâce au patriarche Apollinaire Moussou. Il y a un fief non considérable. Oui, mais il reste toujours le patriarche indétrônable dans la localité. Et dès lors qu'il est encore là, c'est que dans certaines localités, vous ne pouvez pas en arriver à le battre. Donc, oui, dans certaines localités, ils auront gain de cause. Mais dans certaines localités, forcément, ils vont véritablement taper poteau. Mais les autres aussi doivent travailler davantage. Donc, je mets de côté UPL BR et démocrates qui peuvent s'en sortir dans beaucoup de localités. Mais FCB aujourd'hui qui doit se battre davantage, MOLBD qui doit se battre davantage, Renaissance nationale qui doit se battre davantage, NFN, si vous voulez, GSR, tout cela. Bon, sauf que MPL, le GSR, fort possible, se retrouve avec le Parti des démocrates pour proposer les candidatures de l'autre côté là-bas. Ça va être certainement une forme de coalition, avec ce qui se discute dans les coulisses. Donc, moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Oui, il faut vraiment aller sur le terrain, travailler. Et il faut quand même que Paul Rumpa aussi réussisse à se le faire élire conseiller, ne serait-ce que conseiller communal ou député à Bopa. Mais tout le même quotidien parle de déclaration de candidature d'Daniel Eda en compétition avec Paul Rumpa. Vous pensez qu'on peut parler de compétition? Bon, ils sont tous de la même région. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que le journal dit qu'il est en compétition avec Paul Rumpa. Ils sont tous de la même région. D'accord? Et maintenant, est-ce qu'entre-temps, peut-être il a pris des contacts? C'est vrai que j'ai vu, quand vous vous rappelez la sortie de Alain Adéou qui disait qu'il suit un candidat, qui avait été candidat, j'ai pensé à Daniel Eda et à un autre. Donc, est-ce que c'est de lui, pas que par Alain Adéou, et alors si c'est de lui que par Alain Adéou, sur quelle base Alain Adéou pense que, oui, le suivre pourrait être bénéfique? Il y a aussi cette question à se poser. Maintenant, oui, ils sont de la même localité pratiquement. Est-ce que véritablement Daniel Eda a les éléments pour être candidat, pour être véritablement en compétition avec Paul Rumpa? Paul Rumpa a au moins quand même 6 parrainages. Et on le voit, il ne dort plus. Il est à la porte de vous le suivez de très près, alors, Laurent? Non, on n'a pas besoin de le suivre dans ça pour savoir s'il ne dort pas. Parce qu'il est à la porte, il est constant, il est toujours à la porte de la mouvance. Il est en train de toquer pour demander les parrainages. Jusque-là, on ne lui a pas encore répondu. Donc c'est pour ça qu'il ne dort pas. Il continue de bouger les lignes. Non, je dis, il est à la porte de la mouvance, il est en train de toquer. Et personne ne lui répond pour le moment. Sauf que, bon, on ne serait pas surpris qu'on lui réponde d'ici là pour qu'il soit candidat et qu'on dise que oui, il y a un candidat de l'opposition qui est sur la liste. Parce qu'en 2026 et 2021, il fallait quand même justifier quand même qu'il y a des opposants qui sont dans les élections. Et on sait comment ça s'est passé. Alors, autre sujet, rapidement, Laurent, reconnaissance des chefferies traditionnelles. Le royaume de Birni réclame sa justice, place dans l'histoire. Oui. Ce royaume réclame sa justice. Tout le monde... Dans ce dossier de chefferie traditionnelle. Oui, tout le monde réclame de place. Seulement qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Absolument. Oui, donc, ceux qui ont fait ce travail, c'est quand même, se sont basés sur un certain nombre de choses pour faire leur travail et produire un rapport et sur la base duquel, oui, on a choisi les chefferies traditionnelles, les royaumes, ceux qui pourraient être rois authentiques. D'ailleurs, même, je crois même que le gouvernement a été assez conciliant dans ce dossier, en intéressant tout le monde et en mettant maintenant désormais grade par grade. Et je ne sais pas pourquoi les gens continuent de réclamer à tort ou à raison. On ne saurait faire de tout le monde chef dans un pays, c'est pas possible. Et quand on parle des localités, chaque localité a son histoire. Vous voyez, quand on parle de Birni, c'est vrai que ça a son histoire également, mais son histoire vaut-elle vraiment une place en termes de chefferie traditionnelle au point où il faut dire qu'il y a un roi de Birni, alors qu'en réalité, tout ça là, ou bien. Je pense véritablement que nous devons nous asseoir véritablement et commencer par nous dire la vérité en face, parce que comme ça, là, le roi de Arolonzou, bon, le roi de Arolonzou peut se lever pour dire qu'il réclame aussi son royaume. Et tout le monde peut se lever également. Parce que dans ce pays, quand je parle de roi Arolonzou, c'est du vrai, du concret, je n'invente pas. Il y a quelqu'un qui a construit un palais à Arolonzou, qui se fait appeler le roi de Arolonzou, mais quand on raconte l'histoire du Bénin, à aucun moment on peut faire cas de Arolonzou, qui était peut-être un village
lointain, isolé, oublié quelque part. C'est pareil qu'à un moment donné, dans Calavi, là, vous avez le roi de Zinvier, le roi de Lévier, le roi de Révier, le roi de Ruedo, chacun d'eux qui, à un moment donné, parce qu'on a réussi à avoir les moyens pour acheter les attributs au CPA et qu'on peut porter les chaussures des rois ghanéens, comme les rois ghanéens, on peut trouver une canne, on peut se commander, se faire commander un chapeau royal à Abomey, avec une canne, avec la récade, on peut se faire appeler roi. Il faut quand même mettre fin à la pagaille à un moment donné. Ils ne seront pas d'accord avec moi. Oui, il faut mettre fin à la pagaille. Mais ils ne seront pas d'accord avec vous, justement. Ça fait leur problème s'ils ne sont pas d'accord avec moi. J'estime qu'à un moment donné, il faut arrêter. J'ai toujours présenté le cas en disant que des gens finissent de travailler à Cotonou, retraités, ils vont au village, mais à la quête, en quête de légitimité, ils ont peut-être hérité de 4 parcelles là, qui clôturent avec des hiéroglyphes et puis des bas-reliefs qui disent oui, bon, ils sont rois. J'en ai connu à Alada Centre. Vous entrez dans Alada automatiquement, Carrefour Centre là. Si vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas d'Alada, vous voyez les bas-reliefs là, vous allez penser automatiquement que le palais royal est là. Et pourtant, c'était juste un chef de collectivité. Donc, il faut quand même à un moment donné arrêter cette pagaille-là. Je crois véritablement qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et que nous retournions à nos fondamentaux en considérant ceux qui sont censés, doivent être considérés rois, et donner de la place à ceux qui doivent être rois. Et en même temps aussi, comme c'est fait dans la loi quand même, demander au roi aussi maintenant de se dessaisir de la politique et d'aller nous attendre dans les palais. Quand on a un problème en politique, on ira les consulter. Quand on a un problème dans les familles, dans les collectivités, on ira les consulter. Leur place n'est pas en politique. Il faut aussi arrêter ça. Il faut arrêter ça. J'ai été le premier à condamner la sortie du roi d'Alada, qui quand même est un parent très proche. Donc pour vous dire que oui, l'un dans l'autre, il faut arrêter la pagaille. C'est vrai que le travail qui est fait par le comité et par le gouvernement, on ne saurait dire que c'est un travail totalement parfait parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage de dire il y a une pagaille dans cette affaire. Vous imaginez, un jeune se lève, n'importe comment, il va faire comment vous appelez, du tchatcho. J'en ai connu un qui est passé ici il y a quelques jours. Du tchatcho, de la dépigmentation. J'en ai connu un qui est passé ici il y a quelques jours. Et puis, il fait ça, du tchatcho. Il met un chapeau sur la tête, il trouve du pécal blanc, il secoue un bomba. Il devient dignitaire d'en haut, dignitaire mamie ou dignitaire quoi. À un moment donné, arrêtons ça. Arrêtons ça. Et c'est pour ça que parfois aussi, il y a des usurpateurs de titres dans cette affaire. Il y en a qui ont transformé ça en un marché lucratif où on se permet tout. À un moment donné, il faut arrêter ça. Donc la réforme vient à point nommé. Ah oui, il faut. Parce que d'ailleurs, tu dis que tu es dignitaire, mamie, on chante ça à la radio, à la télé, à qui veut l'entendre. Dignitaire, je ne sais quoi, Sakpata ou truc là, parce que tu as eu la chance de côtoyer un grand du domaine, c'est fini, tu deviens dignitaire et que tu te permets tout. Il faut arrêter ça parce que ça détruit notre société et ça projette une mauvaise image au plan national. J'ai vu sur TikTok une petite fille à peine, je ne sais même pas si elle a déjà commencé ses menstrues, et qui se permet de faire une vision pour les gens en direct sur TikTok. Avec un langage approximatif. Oui, un langage approximatif. Oui. Ça, vous voulez qu'on donne quelle image à notre pays au plan international? Donc, oui, cette réforme viendra quand même mettre de l'ordre. Il faut que parce que c'est pas si le décret d'application est déjà sorti, il faut aller très vite. Dès lors qu'on veut révéler le Bénin avec les Vaudou-Déis, c'est notre identité, hein, au-delà de tout, à Tuendo. Quand on dit Rwendo chez vous, on sait ce que ça veut dire. Donc oui, au-delà de ce que nous avons, notre appartenance religieuse aujourd'hui, nous venons de quelque part. Et ce quelque part dont nous venons, n'allons pas jeter la pierre là-bas pour dire non, non, non. Si les gens préfèrent faire, pérenniser cela, mais en fait mettre de la lumière, révéler, parce que ce qui se fait à Vaudou-Déis aujourd'hui, au-delà du culturel qui se passe dans les couvents, on a le culturel que tout le monde voit. Les gens viennent danser, d'accord? Les gens, il y a des différents tableaux, il y a l'aspect touristique, ça apporte de la devise. Si vous êtes évangélique, vous allez vendre de l'eau à Ouida, personne ne vous dira parce que vous êtes évangélique, vous n'êtes pas vendre de l'eau. Vous beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est parce que vous êtes évangélique que vous amenez votre bus pour faire le transport, on vous dira ah non, non, tu es évangélique, tu veux. Non, ça profitera à tout le monde. Parce que le besoin est là. Oui, donc le monsieur, le chef de l'État, si vous permettez, a créé un business pour nous. Et donc, profitons-en, d'en profiter sans pouvoir jeter du crédit à tout prix. Mais avant ça, il faut vraiment faire le ménage
en interne. Et ce qui a commencé là, c'est à saluer. D'accord. Un mot rapidement par rapport à Conrad Baguidi qui concrétise les grandes résolutions dans les collines par rapport au séminaire tripartite. Le président du Conseil économique et social, qu'est-ce que vous avez à dire? On le sent beaucoup ces derniers temps. Il est vraiment en train de mouiller les maillots. Oui, c'est un cadre qu'on connaît. On l'a vu. Hein. Il a organisé des initiatives dans ce pays. On a vu. On sait qui il est. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup dans la tête. C'est une tête bien faite, si vous permettez que je le dise comme ça. Je ne le connais pas a priori. Je le vois. Je l'ai suivi de loin. J'ai vu un peu son parcours. Quand je regarde un peu, je regarde ce qu'on met. Parce que quand je regarde même ceux qui étaient en griffe. Il s'est fait le job? Oui, enfin, ceux que j'ai vus sur la liste à l'époque qui voulaient à tout prix le poste du président CES, j'ai vu ce que le choix que le chef de l'État a fait, important ça, en tout cas en le prenant, en le nommant, je crois véritablement que c'est un bon choix. D'ailleurs, vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, nous l'oublions pas, c'est un homme d'affaires, et l'homme d'affaires veut des résultats à un moment donné. Et les résultats, vouloir les résultats à un moment donné, vous allez voir que le chef de l'État nomme des gens, et a des postes de responsabilité, vous allez voir que... Bon, non, il y a des gens qu'on a nommés pour les contenter. Si vous regardez bien, je ne vais pas citer de nom. Mais il y a des postes stratégiques... Non, mais Laurent, c'est légitime quand même. Oui, il y a des postes stratégiques. Il fait l'effort toujours de nommer une compétence plus ou moins, en tout cas, sûre, à des postes stratégiques, parce qu'il veut un résultat. Et donc, ce monsieur au CES aujourd'hui, il faut quand même se féliciter que, oui, on peut compter sur lui et espérer avoir un résultat. Il revient. Nous pensons positivement de lui. Il revient maintenant de davantage travailler, à mouiller le maillot. C'est vrai qu'il devra gérer les retraités politiques, il devra gérer les malheureux politiques qui n'ont pas été, ceux qui n'ont pas été élus. Il devra gérer ceux qu'on a contentés parce qu'il faut les contenter. Parce que tous les matins, il doit envoyer un message au chef d'État pour dire « Ah, on m'y il y a l'autre qui dit « Donc, il y a tous ceux-là qu'on a mis dans la balance du CES. Il doit gérer parce qu'il va gérer les humeurs de ceux qui sont... Oui, il doit gérer les humeurs des vieux grabataires qui n'ont plus rien à prouver. Il va gérer les humeurs de ceux-là qui pensent que jusque-là, c'est eux qui devaient être président du CES. Donc, mais il faudrait qu'il ait la tête sur les épaules. Je crois qu'il véritablement qu'il peut vraiment faire le job, il peut apporter de bons résultats. Allez, Laurent Tonekes, merci beaucoup. Nous allons définitivement boucler la boucle pour ce qui concerne les analyses de ce jour.